Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Stratégies africaines de sécurité. Collection dirigée par le général Bruno Mignot. Le contexte international sécuritaire impose à l'Afrique de développer sa propre pensée stratégique. Dans un monde en pleine mutation, le continent innove et ses acteurs sécuritaires ne sont pas en reste. Visant à valoriser le fruit de leurs réflexions sur les questions de stratégie, de défense et de sécurité, l'Institut Thémis a créé en 2017 la collection Stratégies africaines de sécurité. S'inspirant des programmes de formation civilo-militaire français du plus haut niveau, Thémis assure des enseignements politico-stratégiques et opératifs avec une approche multidimensionnelle et globale sur les questions de sécurité et de défense. L'Institut s'adresse aux hauts dirigeants civils et militaires des nations intéressées, tout en les aidant à mettre sur pied des centres d'excellence et de recherche stratégique. L'Institut est également impliqué dans des cycles de formation collective et individuelle, de maintien de la paix. Déjà paru. Colonel M. Mokhtar Ould Bouaye et Colonel Charles Michel, Victoire dans les dunes. L'enlisement de la crise sahélienne n'est pas inéluctable. L'exemple mauritanien 2020. Direction générale des relations internationales et de la stratégie, être acteur des opérations de paix des Nations Unies, 2019. Pierre de Jong dire, vers une africanisation des opérations de maintien de la paix, 2019. Pierre de Jong dire, G5 Sahel, une initiative régionale pour une nouvelle architecture de paix, 2018. Général Didier ETUMBALONGILA, Général Dieudonné AMULIBAHIGWA, Général Célestin Mbala MUNSENSE, Général Delphine KAHIMBIKASAGWE, approche croisée sur la République démocratique du Congo. Travaux du Collège des hautes études de stratégie et de défense, 2017. Introduction. Sécurité et développement, le G5 Sahel et le sens de l'urgence. Maman Sambo SIDIKOU. Secrétaire exécutif du G5 Sahel. Maman Sidikou dispose d'une formation en sciences politiques Université de Madrid, journalisme Université de Dakar, communication Université du Texas Austin et éducation Florida State University. Il a été directeur de cabinet du chef de l'État de la République du Niger, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, ambassadeur du Niger aux États-Unis, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la MISOM, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO. Il a également travaillé pour diverses institutions de développement Banque mondiale, Save the Children, UNICEF, USAID, en Afrique, en Amérique et en Asie. Quand tout va bien, on se préoccupe peu de sécurité et de développement. Cette évidence permet de camper le décor. Quand les défis semblent circonscrits, on décide souvent de créer des organisations spécifiques. En matière de défense, on constitue par exemple des alliances militaires. À l'échelle d'un pays, on édifie des murs dont le périmètre est réputé infranchissable et on s'organise pour s'assurer que la situation est sous contrôle. Dans un désert où les dunes sont mobiles, la pertinence d'un mur est proche du néant. De même, en pleine savane, une frontière non matérialisée ignorée par la majorité des flux économiques est plus une convention qu'un obstacle. Mais cet état de fait n'est pas nouveau. Cette situation n'a pas posé de problème majeur depuis l'apparition de nos États modernes. Au Sahel, la demande de sécurité est devenue épineuse quand certaines contradictions n'ont pas trouvé de solution satisfaisante. Pourquoi ? Alors que la frontière est la marque de l'État, la présence de l'administration est si discrète dans ce lieu important, qu'elle est, si loin des capitales, l'attention accordée aux citoyens qui y vivent. Comment, lorsqu'on est absent, être perçu comme légitime, digne de confiance et capable de changer le cours d'événements sur lesquels on a peu d'influence ? C'est en ces termes que peut se poser le premier moment de notre réflexion autour de la sécurité et du développement, celui du défi posé à nos États et nos sociétés. Les affaires internationales sont pour l'essentiel le domaine des États. Elles supposent que chacun d'entre eux, quelle que soit sa taille, soit doté de prérogatives et de responsabilités.
Des mécanismes de concertation existent, où l'on est persuadé que savoir-faire diplomatique et volonté politique peuvent changer le cours des choses. Or, à travers le monde, l'influence des États s'amenuise face à celle de nombreux acteurs non étatiques intervenant dans les domaines de la sécurité ou du développement. En matière de sécurité, au nord comme au sud, les États peinent à vaincre des acteurs non étatiques qui recourent au crime organisé pour se financer et à la violence pour exister. L'occurrence d'actes terroristes en France indique qu'aucun dispositif n'est parfait, quelle que soit la qualité et la quantité des institutions qui le composent. Au Sahel, la riposte s'organise avec des moyens réduits, un savoir-faire à consolider et parfois, des territoires immenses où l'adversaire semble insaisissable. Et pourtant, nos services de sécurité n'ont connu ni le terrorisme anarchiste du début du XXe siècle, ni la violence d'extrême gauche des années 1960 et 1970, et encore moins la violence d'acteurs d'inspiration religieuse que l'on observe depuis les années 1990. Le terrorisme est relativement nouveau au Sahel, et nous a pris de court. Depuis 2016, la violence et le fort retentissement médiatique de quelques attaques inopinées ont convaincu les habitants de Ouagadougou que leur ville appartenait désormais à un autre monde. Celui où des réseaux internationaux livrent une guerre asymétrique à des États qui, pris par surprise, tentent de réagir au mieux. Concernant le développement, un constat similaire s'impose. Au nord comme au sud, un nombre croissant d'acteurs non étatiques interviennent dans le domaine socio-économique. Il s'agit d'associations confessionnelles ou laïques, de réseaux plus ou moins formalisés et de bonne volonté qui agissent de concert ou en rang dispersé. Là où l'État est fort, leur rôle est défini par ce dernier et ils complètent des politiques publiques robustes. Quand l'État est moins fort, les services offerts par certains acteurs non étatiques éclipsent ceux que l'administration devrait fournir. Dans bien des cas, au Sahel, la modestie des ressources publiques ne permet pas de faire face à l'ampleur des besoins. Parfois, les compétences manquent, souvent la gestion efficace des ressources fait défaut. Par conséquent, les services fournis par l'administration sont très en deçà de la demande. Dès lors, les citoyens recourent à des alternatives, tout en tenant l'État pour responsable de leur détresse. Nos États sont écartelés entre les demandes urgentes des citoyens et les attentes, parfois contradictoires, d'alliés riches et pressés. En Europe, on attend que les forces de défense et de sécurité du Sahel sécurisent les frontières, c'est-à-dire qu'elles empêchent la mobilité internationale de migrants gagnant le nord. Ces derniers empruntent des voies de communication le long desquelles ils consomment et nourrissent une économie bénéficiant aux populations riveraines. Dans ce domaine, la réponse à la demande de sécurité des partenaires internationaux entre en contradiction avec la demande de prospérité de populations vivant dans des zones arides où les opportunités économiques sont réduites. Pour la tenancière d'une gargote à Agadez, Niger, le flux de voyageurs représente une opportunité d'affaires. L'interrompre et vouloir le remplacer par des projets dits humanitaires ou de développement est, dans le meilleur des cas, une hypothèse hasardeuse. Elle ne s'est pas vérifiée et cette situation conduit nombre de Sahéliens à trouver leur solution sans pouvoir se fier à l'administration. Nous vivons une accélération de l'histoire sans précédent. Grâce au progrès de la santé, notre population est plus nombreuse et plus jeune. De plus en plus, elle réside dans des villes où les disparités sont grandes, mais dont la taille et la sécurité contrastent avec certaines mégalopoles du continent. L'insécurité dont souffrent les Sahéliens est d'abord économique, c'est celle de l'agriculteur du Gorgol, Mauritanie, qui attend les pluies des mois durant, tout en espérant que leur brièveté et leur violence ne nuiront pas à son champ et son cheptel. C'est celle de l'habitant du delta intérieur du Niger qui n'est pas certain de trouver une administration fiable pour attester de la propriété de son champ, ou de fonctionnaires capables de protéger son cheptel des épizooties maladies. C'est celle d'un jeune dont les parents se sacrifient pour payer les études, et qui ne trouve pas d'emploi lui permettant de vivre dignement. La première incertitude qui taraude notre jeunesse concerne son futur. J'ai entendu à maintes reprises cette question. Quelle perspective nous offrent des institutions qui ne répondent pas à nos attentes ? C'est la question à laquelle nous devons répondre en tant que citoyens et en tant qu'État, à plus forte raison quand il s'agit de sécurité physique. Pour nombre de civils, les forces de sécurité et de défense sont relativement bien loties. Elles servent un État qui est, en droit,
l'institution la plus forte de leur pays. Or, force ne reste pas à la loi, et certaines zones sont abandonnées par les agents de l'État. Cette situation ébranle le contrat social entre population et administration. Elle explique l'apparition d'individus qui s'arment au nom de la défense des leurs, d'un territoire, d'une communauté ou d'un groupe. Dans l'urgence, des alliances se font entre forces étatiques et milices. Loin des capitales, le rapport de force s'inverse et les agents de l'État se retrouvent parfois dépourvus d'autorité et entourés d'une population indifférente quand elle n'est pas hostile. En effet, le crédit de l'administration a grandement souffert d'une approche sécuritaire qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, a dangereusement fragilisé le tissu de nos sociétés. Nous devons puiser dans les trésors de notre ingénierie sociale séculaire les ressources pour restaurer la confiance. Ces efforts sont au moins aussi importants que ceux que nous déployons afin d'atténuer une crise socio-économique d'une grande ampleur. Que faire? Triompher de la peur. L'ascendant dont tirent parti les terroristes se nourrit de la crainte qu'ils inspirent à des populations prises en otage. En patrouille, les soldats des bataillons de la force conjointe roulent parfois sur des mines ou périssent dans des embuscades. L'urgence des soldats est opérationnelle. C'est une question de vie ou de mort. Il faut donc équiper les contingents, ce à quoi le comité de soutien de la force conjointe s'emploie avec des commandes de matériel. La formation de nos forces de sécurité et de défense doit également être mise à jour, ce que nous faisons à Nouakchott avec le collège de défense, à Bamako, avec le collège sahélien de sécurité ou à Koundoul, au Tchad, avec l'académie régionale de police. Il faut apprendre à mieux travailler par-delà les frontières et à faire des civils leurs premiers alliés pour obtenir de l'information ou un concours logistique. Il faut également créer un climat de confiance entre soldats et civils. C'est pourquoi la force conjointe s'accompagne parfois de fournitures d'assistance médicale et alimentaire aux populations vulnérables des fuseaux d'intervention. Il s'agit d'un premier pas pour répondre à certains besoins urgents de concitoyens, se trouvant dans le théâtre des opérations militaires. S'ancrer dans les territoires. La qualité de notre action dépendra de notre capacité à partir du niveau local, pour promouvoir une sécurité civile de proximité. Cela ne peut se faire qu'avec des citoyens qui doivent être les premiers bénéficiaires des efforts en cours. Comme la sécurité, la paix résulte d'un accord tacite par lequel chacun offre des garanties à son semblable. Pour atteindre cet objectif et renforcer l'influence de l'administration, le G5 Sahel forme des praticiens travaillant dans les domaines de la défense, de la police, de la justice et du lien social. Il s'agit des acteurs de la société civile et des leaders religieux. La sécurité n'est le monopole d'aucune corporation, et l'insécurité économique doit être notre préoccupation partagée. Avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, nous avons initié une initiative pilote de coopération transfrontalière entre les municipalités des régions du Sahel, Burkina Faso, de Tombouctou, Mali et de Tillabéri, Niger. Cette région qui abrite 30% du cheptel des trois pays compte 5,5 millions d'habitants. Prévue pour une durée d'1 an et financée à hauteur d'1,5 million d'euros par l'UEMOA, le projet d'aménagement territorial intégré, PATI, s'ancre dans les programmes d'investissement et les priorités des citoyens. En matière de développement, l'action du G5 Sahel repose sur le principe du faire-faire. Il est primordial de confier la mise en œuvre des projets de développement aux acteurs sahéliens. Nos collectivités territoriales, nos acteurs de la société civile et nos entreprises disposent d'une expérience à nulle autre pareille. C'est pourquoi nous avons confié la mise en œuvre du PATI à la cellule de coopération décentralisée transfrontalière des collectivités territoriales du Sahel, C3 Sahel, dont le siège est à Dori, Burkina Faso. Il s'agira tout d'abord de sécuriser et d'aménager la zone pastorale, transfrontalière, de Tindjolel, Burkina Faso. Ensuite, un magasin de stockage d'aliments pour le bétail sera construit à Gossi, Mali, et enfin, l'abattoir de Tillabéri, Niger, sera aménagé puis équipé. En outre, le projet pilote du G5 Sahel ciblera le centre hospitalier régional de Dori, Burkina Faso, afin qu'il améliore la qualité des soins fournis aux patients. Il est même envisageable, pays par pays, de créer des unités dédiées ou spécialisées de protection civile de proximité.
La Mauritanie dédie d'ores et déjà le groupement nomade de la Garde nationale à cette activité centrée à la fois sur l'action de l'État aux confins, mais aussi au profit des populations les plus éloignées des centres urbains. Cela ne peut se faire évidemment qu'en confiance avec des populations, premiers bénéficiaires des efforts en cours et de facto, les alliés des forces de l'État. La paix comme la sécurité résulte d'un contrat, un accord tacite par lequel chacun offre des garanties à son semblable. Transformer les promesses en actes. Permettez-moi de m'étendre ici sur l'actualité du G5 Sahel. En matière de sécurité, nous formons la seconde promotion d'officiers du Collège de défense et construisons une communauté de pratique entre officiers d'un espace allant de Nouakchott à N'Djamena. Par ailleurs, la protection des populations est la priorité des déploiements de la force conjointe. Cela se traduit par une prise en compte accrue des droits des combattants et des civils ainsi que par une meilleure coopération avec les forces de police et la justice. Nous savons que 5000 hommes ne peuvent sécuriser une région de 5 millions de kilomètres carrés, où vivent près de 80 millions d'habitants. Il faut investir en faveur de la sécurité économique, qui est un facteur de paix sociale. Pour y parvenir, il faut poursuivre le dialogue politique afin de fédérer les énergies vers l'obtention d'une prospérité partagée. Le G5 Sahel a urgemment besoin d'idées et de pratiques qui soient pertinentes, cohérentes et efficaces. Nous disposons de ressources considérables, dont nous oublions parfois le potentiel. Si nous agissons dans l'urgence, nous savons qu'elle est dénuée de sens. Elle nous conduit à nous déployer dans tous les sens, et à agir sur plusieurs fronts. Si sens il y a, c'est bien celui d'une action qui doit être pertinente et tangible. L'enjeu est donc celui d'une proximité des Sahéliens, qui impose d'agir différemment et sortir de nos zones de confort. Nous venons de commencer cette œuvre patiente et opiniâtre. L'intégration régionale des États suit celle des populations sahéliennes dont les relations culturelles et les transactions commerciales ignorent les frontières. Avec l'UMOA, nous avons débuté par appuyer l'économie agro-pastorale, sachant que le cheptel du Sahel nourrit les villes du littoral ouest africain et contribue à l'industrie du cuir. Notre région dispose de compétences sous-estimées que nous devons valoriser. Parce que notre victoire bénéficiera aux acteurs publics, privés et de la société civile, nous devons œuvrer de concert en faveur d'une création de valeur partagée. La route sera longue et ardue mais la vision est claire. Accroître nos compétences et agir, ensemble, pour la sécurité et la prospérité du Sahel et de l'Afrique. Un environnement qui se ADE. Sécurité et développement, le concept. Pierre de Jong. Vice-président de l'Institut Thémis. Docteur en sciences politiques, breveté de l'École de guerre de Paris et diplômé en management général de l'ESSEC, Pierre de Jong a été l'aide de camp des présidents de la République française François Mitterrand et Jacques Chirac, avant de commander le 3e régiment d'infanterie de marine. Expert de l'Asie et de l'Afrique, de la réforme du secteur de la sécurité et des programmes sécurité-développement, il est président de l'Association Europe-Mauritanie, professeur associé à l'École de guerre économique de Paris et senior vice-président de l'Institut Thémis. Il est difficile de convaincre les autres, en particulier les militaires, d'abandonner des voies traditionnelles et de s'adapter à de nouvelles situations. David Galula. Nous faisons tous le même constat. Si le Sahel continue dans cette voie, c'en sera fait de l'Afrique fraternelle et ouverte que nous avons connue. Le continent africain, essentiellement la zone sahélienne, est soumis à une entreprise de déstabilisation sans équivalent qui désintègre aussi bien les institutions que les cadres de vie. Ce livre est le produit de ce constat. Le colloque que le secrétariat permanent du G5 Sahel et l'Institut Thémis, renforcé par l'Association Europe-Mauritanie, ont organisé le 1er octobre 2019 à l'UNESCO à Paris, avait pour but de prendre date et de tracer de nouvelles directions de réflexion. La réponse sécuritaire, c'est-à-dire l'emploi exclusif des armées, des polices, des gendarmeries qu'elles soient nationales ou étrangères, ne suffit plus, si tant est qu'il ait été suffisant. L'usage de moyens militaires lourds, conventionnels pourrait-on dire, n'est évidemment pas adapté face à des bandes armées circulant en mobilette, invisibles la plupart du temps, se regroupant et attaquant en essaim en quelques heures.
Nous sommes entrés dans une période dans laquelle le terroriste armé d'un couteau ou d'une ceinture d'explosifs est plus déstabilisant que celui qui se sert de matériel sophistiqué. C'est le combat inégal de la machette contre le drone. Et ce dernier, valant des millions d'euros, n'a pas la garantie automatique du succès. La haute technologie, les armées modernes, les moyens de destruction et de communication n'ont que des effets limités face à des groupes armés qui refusent évidemment le combat frontal tout en portant la terreur là où ils le décident et au moment où ils le souhaitent. Les forces africaines modelées et organisées sur le modèle occidental et leurs alliés, soucieux de victoires visibles, s'usent dans des combats dont ils ne maîtrisent ni le but ni le moment. Depuis les guerres au Vietnam mais aussi en Afghanistan et en Irak au début des années 2000, on sait que l'avantage numérique voire tactique n'a que peu d'effet sur la victoire. Facteur aggravant, ce déséquilibre technologique nourrit le sentiment d'humiliation, les frustrations, l'envie d'en découdre. En un mot, renforce psychologiquement celui qui n'a que peu de moyens. L'usage exagéré de la force ou même sa démonstration n'est évidemment pas favorable à la conquête des cœurs. Dans le Sahel, la situation a même fini par générer une profitable économie du désordre dont les intérêts croisés amènent progressivement à un état de guerre sans fin. La durée de cette crise et son ampleur impliquent une modification des réponses à apporter. Cette dernière ne peut être que politique, évidemment. Mais avant qu'elle ne soit comprise et intégrée, ou du moins qu'elle puisse s'affirmer, il est nécessaire de mettre en place de nouvelles manières d'agir qui prennent en compte simultanément les questions de sécurité et de développement. Quelle politique de stabilisation mettre en place ? Ce livre cherche à ouvrir de nouvelles pistes d'action. Elles sont multiples et reposent tout à la fois sur les États du Sahel, les États africains mais aussi sur les partenaires bilatéraux et les bailleurs internationaux. Ce livre reprend les propos des intervenants qui ont accepté de participer au colloque du 1er octobre à l'UNESCO à Paris, dont le titre était « Sécurité et développement dans le Sahel ». Du concept à la réalité. Les apports éclairés de chercheurs reconnus renforcent nos travaux. Qu'ils en soient tous remerciés. Nul doute que leurs préconisations seront prises en compte dans les mois qui viennent dans les forums et réunions qui traitent du sujet Sahel. Une situation qui se dégrade dans le Sahel. La bande sahélo-saharienne, BSS dans le jargon des militaires, est au cœur de la problématique de sécurité depuis les années 2000. Sous influence initiale du terrorisme algérien, GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, des années 1990, cela fait plus de 20 ans que cette région, qui va de la Mauritanie à la Somalie en passant par les pays du G5 Sahel, le nord du Nigeria et du Cameroun et le Soudan se déstabilise progressivement. À partir de 2005, la situation se dégrade fortement avec l'ancrage d'un terrorisme salafiste au mode d'action multiforme. En tout état de cause, les actes terroristes et la criminalité transfrontalière, sa jumelle, ne vont pas s'affaiblir dans le court ni même dans le moyen terme. La guerre s'internationalise et s'étend, obligeant les forces gouvernementales à utiliser des procédés et modes d'action qui font se rejoindre guerre conventionnelle et maintien de l'ordre. Les pays du Sahel, et particulièrement les 5 pays du G5, sont entrés imperceptiblement dans une guerre contre-insurrectionnelle, n'en déplaise aux tenants du tout et uniquement politique ou du tout et uniquement militaire. La résolution de la crise se résoudra par une réponse politique. Évidemment serait-on tenté de dire. Mais en attendant, les États doivent répondre à l'ensemble des menaces hybrides qui vont des bandes armées se réclamant d'idéologies religieuses extrémistes aux actes terroristes, au trafic de tout type, tout en intégrant les problématiques du séparatisme et les tensions intracommunautaires. Il s'agit bien de 3 menaces différentes qui interagissent entre elles et qui prennent leur source en Libye, dans le septentrion malien et le centre du Mali, région voisine du Massina autour de Mopti, dans le Lipatko-Gourma, zone des 3 frontières, au Burkina Faso depuis peu, et enfin dans la région du lac Tchad. Source: policycenter.ma/publication/Sahel. Ces 5 zones ne sont pas exclusives puisque des attaques ont eu lieu le 26 janvier 2020 à Sokolo, dans la forêt de Ouagadou à 80 km au sud de Néma en Mauritanie, le long de la frontière sénégalaise et dans la région de Kaye au Mali, dans le Tibesti ou dans l'est du Tchad. La situation ne cesse de se dégrader.
Le nombre de morts dans des attaques de groupes extrémistes tend à doubler chaque année. 4000 morts en 2019 au Sahel, contre 2000 en 2018 et moins 2000 en 2017. Les incidents violents se généralisent, principalement dans la région dite des Trois Frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, maintenant épicentre des attaques, avec la région du lac Tchad. Les mois de novembre 2019 à mars 2020 ont connu des attaques et attentats d'une ampleur inégalée, avec en point d'orgue, les attaques djihadistes du 10 décembre 2019 sur le camp militaire nigérien d'Inat à la frontière malienne, 71 morts, sur la base nigérienne de Chinagodar le 9 janvier 2020, 89 morts contre les FAMA, forces armées maliennes, le 19 mars 2020 à Tarkine près de Gao, 29 morts et contre les forces tchadiennes à Boma sur une île du lac Tchad le 23 mars 2020, 92 morts et 47 blessés. J'ai participé à de nombreuses opérations, mais jamais dans notre histoire nous n'avons perdu autant d'hommes à la fois, déclare le président Idriss Déby dépêché sur les lieux. Ce dernier assaut contre les Tchadiens a été revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. Par contre, dans les trois attaques, Niger et Mali, revendiquées par l'État islamique du Grand Sahara, EIGS, on note une modification majeure des modes d'action. Coordonnée, elle démontre un changement capacitaire notable. Connaissance des lieux grâce à des renseignements de qualité, neutralisation préliminaire systématique des centres de commandement, regroupement rapide de plusieurs centaines de combattants, emploi de moyens d'appui et de véhicules kamikazes pour percer les dispositifs défensifs. Ces trois opérations, parfaitement menées, prouvent l'intelligence tactique mais aussi la force et l'ascendant des groupes armés terroristes ou GAT, vocable utilisé par les militaires, les policiers et les gendarmes, sur les forces gouvernementales. Ces actions sont, et de loin, les plus meurtrières contre les armées sahéliennes en 2019 début 2020. Attaques les plus meurtrières menées contre les armées sahéliennes, 2019 début 2020. Niger. Le 14 mai 2019, 28 soldats sont tués dans cette même zone frontalière du Burkina Faso et du Mali. Le 10 décembre 2019, 71 militaires sont tués dans une attaque contre le camp d'Inat, ouest. Le 9 janvier 2020, 89 soldats sont tués dans l'attaque du camp militaire de Chinagodar situé dans la région de Tillabéri, ouest, près de la frontière malienne. Mali. Le 17 mars 2019, 26 morts dans le camp militaire de Dioura, centre. Le 30 septembre 2019, 40 soldats sont tués à Mondoro et Boulkessi, centre. Le 1er novembre 2019, région des Trois Frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, 49 militaires trouvent la mort dans l'attaque du camp d'Indélimane, près de Ménaka. Le 18 novembre 2019, 43 soldats maliens sont tués lors de l'attaque de leur patrouille à Tabankort, dans la région de Ménaka, nord-est. Le 19 mars 2020, 29 morts à Tarkine près de Gao. Le 6 avril 2020, 22 militaires tués et 6 blessés dans une attaque à Bamba dans la région de Gao. Burkina Faso. Le 19 août 2019, 24 soldats sont tués dans l'attaque d'une base militaire à Koutougou, nord, près de la frontière malienne. Le 24 décembre 2019, attaque de la base militaire et de la ville d'Arbinda, nord, près de la frontière malienne, faisant 42 morts, dont 7 militaires et 35 civils. Tchad. Le 22 mars 2019, 23 militaires sont tués dans une attaque à Dangdala, sud-ouest, attribuée à Boko Haram. Le 23 mars 2020, 92 morts et 47 blessés à Boma sur le lac Tchad. Attaque de Boko Haram. Le Niger, ouvert au nord-est sur la Libye, passe du Salvador au nord-ouest de Madama, se retrouve à l'interconnexion des menaces de Boko Haram au sud, du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Iyad Ghali, et surtout de l'EIGS de Walid al-Sahraoui, État islamique au Grand Sahara, venant de l'ouest. Le Mali et le Burkina Faso, au centre de la déstabilisation, font face à un triple risque. Tout d'abord, celui de la partition officielle ou voilée en cas de déraillement de l'accord de paix et de réconciliation de 2015 issu du processus d'Alger. Celui de la somalisation, en cas de montée en puissance des groupes djihadistes. Des affrontements intercommunautaires dans les régions à population, majoritairement Peul. Le Tchad, quant à lui, est menacé sur les fronts est, nord et ouest.
Ces tensions reposent sur des fondements multiples qui s'entrecroisent entre revendications territoriales, ethniques, religieuses et communautaires. L'insécurité s'installe et s'étend dans le Sahel, laissant craindre une contagion vers le sud et le golfe de Guinée, faisant redouter une évolution à la somalienne. Après le Nigeria et le nord du Cameroun, les pays côtiers du golfe de Guinée, de la Côte d'Ivoire au Bénin, pourraient entrer progressivement en turbulence. Les menaces s'étendent et se multiplient. Tensions sur les frontières nord de la Côte d'Ivoire, prise d'otages et tensions au nord du Bénin, massacres récurrents au nord du Nigeria. Le golfe de Guinée est maintenant à portée, laissant entrevoir la possibilité d'une zone chaotique et l'établissement éventuel de califats à vocation multiple, entre la Méditerranée et l'Atlantique. En réaction, la présidence du G5 Sahel a organisé, le 14 septembre 2019 à Ouagadougou, une réunion conjointe avec les membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un regroupement partenarial semble se faire jour, même si les pays du G5 Sahel ont rejeté le principe d'un leadership ivoirien, tenté par la création d'une nouvelle organisation regroupant entre autres l'ensemble des pays de la CEDEAO avec ses voisins. Les États du G5 Sahel, conscients des risques, ne rejettent toutefois pas totalement l'idée d'un partenariat élargi. Nous sommes 5 aujourd'hui. Nous nous battons contre le terrorisme avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, mais c'est quelque chose qui est susceptible d'extension parce que c'est comme un cancer qui se métastase, et forcément la métastase va nous créer des problèmes impossibles à résoudre, souligne en France, à Biarritz, Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso assumant alors la présidence du G5 Sahel jusqu'en février 2020. Un budget d'1 milliard de dollars américains est voté à l'issue de cette réunion à Ouagadougou. Malheureusement, quand on sait que certains membres du G5 Sahel mettent plusieurs années à payer leur contribution au budget commun, on peut s'interroger sur la réalité d'une telle décision. D'autant qu'au-delà des questions purement financières, le G5 Sahel interroge la communauté internationale. La force conjointe du G5 Sahel ou FCG5S, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, qui compte 5000 hommes ne remplit pas pour l'instant la mission qui lui est assignée. Le tour de table pour équiper cette force, évalué à 423 millions d'euros en 2018, connaît des difficultés pour se boucler. Les financements n'arrivent qu'au compte-gouttes et de nombreux bailleurs favorisent la mise de fonds en bilatéral, États-Unis, Chine, Arabie Saoudite, etc. Le président du Tchad, Idriss Déby, explique même que les partenaires ont promis ciel et terre. Mais quel est le résultat ? Il ajoute peu après, « Pour faire fonctionner le G5 Sahel, nous avions demandé 400 millions d'euros à nos partenaires. Nous ne les avons pas obtenus. Seule l'Union européenne semble avoir décaissé tout ou partie des fonds promis. Mais les pays récipiendaires se plaignent de la longueur et de la lourdeur des procédures. Le président Déby insiste et rappelle à titre d'exemple que, pour lutter contre Boko Haram, Bruxelles a décaissé 50 millions d'euros en 2014 mais ils se sont volatilisés dans la nature, ou dans le giron administratif européen. Si les financements sont décaissés... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.